Ok, voilà. Donc, nous allons reprendre la suite du cours sur le compte de résultat et enchaîner euh, par le troisième exercice que vous aviez à faire sur le TD. Donc, ben, j'espère que vous l'avez fait, hein, puisque je vais passer directement à la correction de cet exercice, aux explications concernant cet exercice. C'est bon pour tout le monde? Alors allons-y. Pardon. Donc, on vous disait que l'entreprise H&M est une entreprise spécialisée dans la fabrication de robes sur mesure qu'elle vend à des particuliers. Elle commercialise également des chapeaux qu'elle se procure auprès d'un fournisseur réputé. On vous indique les opérations réalisées au cours de l'exercice, donc au cours de l'année comptable N, et vous aviez la liste de toutes les opérations qui étaient proposées. On vous demandait d'élaborer le compte de résultat et d'indiquer si l'entreprise a perdu ou si elle a gagné de l'argent. Et bien sûr, de préciser le montant de cet argent gagné, de cette somme gagnée ou de cette somme perdue. Alors, nous allons passer en revue les différents postes que l'on nous propose et les répartir entre charges et produits et exploitation financière exceptionnelle. La première chose que l'on nous propose, c'est l'achat de tissus, certainement pour la confection des robes. Ça sera donc ici une charge. Pour un montant de 6 000 euros. Ensuite, on nous indique que l'entreprise a eu des charges d'intérêt, donc qu'elle a payé des intérêts sur un emprunt qu'elle a certainement contracté auprès de sa banque. On sait que les intérêts et l'escompte font partie de la partie financière, donc on va pouvoir mettre dans les charges d'intérêt les intérêts, donc ici, qui ont été réglés et qui s'élèvent à hauteur de 800 euros. Ensuite, on nous indique qu'il y a eu de l'achat de fils. C'est bien sûr une charge pour un montant de 200 euros. Ensuite, il y a une vente. Cette fois-ci, c'est un produit. Une vente de robe. Oh, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas partagé mon écran. Désolé. Je le fais tout de suite. Voilà. Désolé, j'avais oublié. Je pensais que, comme je vois sur un autre ordinateur, moi, j'étais seul au monde dans mon exercice. Donc, nous étions arrivés donc, à la vente de robes. Alors, ce que je vous conseille aussi, d'un point de vue purement pratique, c'est quand vous aurez un exercice de ce type-là à faire, de barrer au fur et à mesure les choses que vous avez reportées dans le tableau, parce que si éventuellement il y a une chose sur laquelle vous passez parce que vous avez besoin de plus de réflexion et que vous voulez traiter les autres, ça vous permet de l'isoler et de revenir dessus un peu plus tard. Ce que je vais faire ici, simplement, moi, en mettant de la couleur sur ces trois postes-ci que j'ai déjà traités. Alors, ça m'évitera, moi aussi, d'oublier un des postes. Donc, concernant maintenant le poste suivant, la vente de robes, ici, ça sera donc un produit pour l'entreprise, ça fera partie de son chiffre d'affaires. Donc, la vente de robes pour un montant de 24 000 euros. Ouais. Cette partie-là est traitée. Les salaires. Les salaires sont des charges d'exploitation. Et il y en a pour un montant de 15 000 euros. Ensuite, l'entreprise a payé un loyer pour un montant de 800 euros. Hop,
Ça, c'est traité. Ensuite, il y a une vente de chapeau. Achat de chapeau, vous l'avez mis. Ah, vous n'avez pas mis l'achat de chapeau à 900 alors que vous l'avez mis en jaune? Ah, si en plus je marque, je me mets une méthode et ma méthode finalement, achat de chapeau, merci pour le petit, hop, pour le petit oubli. Donc vous voyez que ça va très vite, même en faisant attention. Donc par contre, il y a eu la vente de chapeau. La vente de chapeau pour un montant de 3 200 euros. Ça, c'est traité. Il y a eu la consommation d'essence pour un montant de 900 euros aussi. Ça, c'est traité. Une taxe particulière sur les véhicules que l'entreprise possède, qui est une taxe de 200 euros. L'entreprise a eu des frais de publicité pour un montant de 1200 euros. Ensuite, l'entreprise a eu des frais postaux donc, les frais postaux pour un montant de 300 euros. Voilà. Il y a eu des cotisations sociales. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les cotisations sociales. Pour un montant de 7 000 euros. Ça, et ça, c'est vu. Et ensuite, on a obtenu de l'escompte. Donc, on a payé moins cher des factures qu'on aurait dû payer pour plus cher de 200 euros. Donc, l'escompte qui a été obtenu, c'est un gain ici financier pour un montant de 200 euros. Alors, avant d'analyser le compte de résultat, je reviens juste sur la partie ici des cotisations sociales pour vous expliquer à quoi ça correspond. Quand un employeur, et vous avez peut-être pour certains déjà fait un job d'été ou même bossé, quand vous regardez le salaire qui vous est versé, ce n'est pas ce que vous coûtez à l'entreprise. Vous coûtez plus cher à l'entreprise qui vous a employé que le salaire qui vous est versé. On ne va pas se lancer dans l'étude chiffrée des charges en détail, puisque ça fait l'objet d'un chapitre, mais simplement sachez que l'entreprise va devoir payer des charges sociales. Ces charges sociales, elles ont vocation à aller dans les caisses de l'URSSAF, par exemple, et dans les caisses de retraite, et dans les caisses de Pôle emploi, ce qui permet notamment de pouvoir obtenir une protection sociale, de participer à la retraite et éventuellement de pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage quand vous êtes au chômage. Donc toutes ces cotisations alimentent principalement ces trois caisses-là, de façon à ce que pour ceux qui en ont besoin, on puisse en avoir un petit peu de redistribution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Et c'est un véritable enjeu pour les employeurs, puisque effectivement, c'est un coût. D'accord. Alors, pour vous donner un chiffre, mais alors vraiment à la louche, puisqu'il y a tellement de situations particulières en matière d'emploi, imaginons un salarié qui touche 2 000 euros net dans sa poche à la fin du mois. À l'entreprise, ce salarié va coûter entre 3 500 et 4 000 euros. Donc, vous voyez que la différence entre les deux, ça représente des charges. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a quand même
un coût de l'emploi qui est relativement important, puisque le salarié, lui, effectivement, il va toucher 2 000 euros, mais en plus, l'employeur, en plus de ces 2 000 euros, l'employeur devra verser entre 1 500 et 2 000 euros, soit pratiquement le double, hein, en matière de charges et donc de cotisations sociales. Donc ça, les cotisations sociales, c'est bien une charge pour l'entreprise. Et quand vous entendez notamment avec les mesures gouvernementales pour aider les entreprises à cause de la crise sanitaire, vous entendez parfois des mesures qui sont des reports de charges. Ben, ça permet notamment à l'employeur de ne pas payer les charges tout de suite, mais de pouvoir les reporter plus tard quand l'activité aura reprise. Donc, voilà pour l'explication de ce qu'étaient les cotisations sociales. Revenons maintenant à notre compte de résultat. Notre compte de résultat, ici, nous fait apparaître des charges à hauteur de 33 300 euros, donc 32 500 de charges d'exploitation, plus 800 euros de charges financières. Et en termes de produits, 27 400, 27 200 de charges d'exploitation, plus 200 euros de charges de produits financiers. 27 200 euros de produits d'exploitation, plus 200 euros de produits financiers. On remarque ici qu'on est dans une entreprise où il y a plus de charges que de produits. Quand il y a plus de charges, quand il y a plus de dépenses que ce que ça me ramène, on est dans une situation où l'entreprise fait des pertes. On ne fait pas de bénéfices, mais fait des pertes. Je vous rappelle que dans les exercices précédents, nous étions ici notamment dans le deuxième exercice en phase d'entreprise, comme dans le premier, d'entreprise qui faisait du bénéfice. Pourquoi ? Parce que l'entreprise avait plus de produits que de charges. Ici, c'est l'inverse. Quand l'entreprise a plus de charges que de produits, on va devoir constater une perte. Cette perte, elle se calcule en faisant charge moins produit. Donc la perte, quand les charges sont supérieures au produit, alors l'entreprise a perdu de l'argent. Comment on fait ? On va faire charge moins produit. Égale le montant de la perte. Donc ici, le montant de la perte va être d'un montant de 33 000 moins 24 000. Le montant de la perte est de 5 900 euros. Donc si on répond aux questions qui nous étaient posées, on a d'abord 1. Établi le compte de résultat. Et la réponse à la deuxième question, l'entreprise a-t-elle gagné ou perdu de l'argent au cours de l'exercice ? Au cours de l'exercice, N, l'entreprise a perdu de l'argent à hauteur de la perte qui s'élève à 5 900 euros. Voilà la réponse à la question numéro 2 en complément de l'établissement du compte de résultat. Y a-t-il des questions ? Est-ce que tout le monde a bien compris ces notions de compte de résultat, d'établissement soit d'un bénéfice ou soit d'une perte, donc d'établissement du résultat quand il est positif par la déduction des produits moins les charges
c'est un résultat positif, c'est un bénéfice. L'entreprise a gagné de l'argent. Quand les charges sont supérieures au produit, l'entreprise a perdu de l'argent, c'est une perte. C'est tout bon pour tout le monde? Pas de problème? Et j'ai juste une petite question. Oui. Dans les charges exceptionnelles, ce seront les impôts, c'est ça? Oui. Et dans les charges financières, tout ce qui est intérêt à la banque. Oui. Donc, si vous regardez sur votre fichier que je n'ai pas encore mis, mais je vous ai indiqué ici dans le premier exercice qu'on va pouvoir retrouver dans la partie financière et dans la partie exceptionnelle. Dans la partie financière, on retrouve principalement deux choses. Les intérêts, soit que l'on a payé, donc ça sera une charge, ou les intérêts que l'on a gagnés parce qu'on a fait un placement, par exemple, ce sera un produit. Ensuite, toujours dans la partie financière, on va pouvoir retrouver l'escompte, donc cette réduction qui est consentie à mes clients quand ils me payent en avance. C'est quelque chose que je ne toucherai pas, donc ça va être une charge pour moi. Et par contre, moi, de l'autre côté, si je paye en avance des fournisseurs, eux-mêmes vont me consentir une réduction, donc ça sera ici un produit financier. Donc dans les produits financiers, on peut retrouver deux choses, les intérêts et l'escompte. C'est juste ça qu'il faut connaître. Il y a d'autres choses aussi, mais à votre niveau, je vois mal déjà aborder les problèmes d'intérêt et d'escompte. C'est possible, mais ça me paraît déjà d'un bon niveau. Les autres choses que vous avez vues dans le cours, elles ne sont pas forcément utiles à connaître, dans le sens où il est impossible qu'on vous interroge là-dessus. Ensuite, dans la partie exceptionnelle, pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où dans l'intitulé d'un poste, il y aura le mot exceptionnel, on va le mettre dans la partie exceptionnelle, on ne va pas s'embêter. Hein. Et on peut retrouver encore deux autres choses, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés, les amendes et les pénalités. C'est tout ce qu'il faut connaître. Les autres choses sont inutiles parce que beaucoup trop complexes pour vous. Et surtout pas de votre niveau, on ne vous demande pas de savoir ça. Vraiment, si vous vous basez sur ces trois exercices de TD pour comprendre le cours et apprendre les notions qu'il faut connaître, il n'y a aucun souci, vous aurez largement de quoi affronter un exercice si jamais ce thème devait être posé, que ce soit lors du BTS blanc ou lors du vrai BTS. C'est bon, j'ai répondu à votre question, Lorraine? Impeccable. Oui, merci. Alors, passons à quelque chose qui là, va être un petit peu plus compliqué, d'accord? Et que je vais prendre le temps pendant le temps qu'il nous reste pour vous expliquer. D'accord? Je vais passer à travers un exemple pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Vous vous souvenez que quand on avait établi le bilan, on avait retraité ce bilan dans un bilan fonctionnel qui nous avait permis d'en tirer des indicateurs, le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, la trésorerie nette. D'accord? On va avoir le même principe de retraitement du compte de résultat vers un autre type de compte de résultat, qui s'appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Le tableau des SIG, tableau des soldes intermédiaires de gestion, que je vous ai représenté dans la feuille ici, comme ceci. C'est la façon que l'on va utiliser pour le présenter. Ce tableau des soldes intermédiaires de gestion nous fait apparaître ces fameux soldes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous fait apparaître 7 soldes. D'accord? 7 indicateurs ici, que je vais mettre en gras pour les 7. 7 indicateurs. Malgré tout, uniquement les 4 premiers sont importants. Pourquoi? Parce que vous allez voir très vite que les autres, c'est la même chose que le compte de résultat. Et que les 4 premiers soldes, ceci, cela, hop, tac, tac, tac. Voilà, il y a un petit peu plus de difficulté à comprendre, un peu plus de calcul à faire pour comprendre ces soldes. Et c'est ceux qui vont nous donner le plus d'indications. Le premier solde, c'est ce qu'on appelle la marge commerciale. La marge commerciale, ça mesure la performance commerciale de l'entreprise
Et c'est surtout un indicateur qui permet la comparaison entre différentes entreprises. On ne va pas pouvoir tirer de grands enseignements de par cette marge commerciale. On va simplement pouvoir dire l'entreprise réalise telle marge. Si on regarde par rapport à ses concurrents, elle est plus performante ou moins performante que ses concurrents. Donc la marge commerciale nous sert simplement à calculer ici la performance commerciale de l'entreprise. Comment va se calculer cette marge? Il faut d'abord, avant d'aborder le problème du calcul de la marge, faire un petit point sur le vocabulaire qu'on utilise en entreprise et qu'on utilise en comptabilité et en gestion. Je vais le faire un petit peu plus bas ici, ça vous servira de complément parce que je ne pense pas que ça a été fait dans le cours, ça va me permettre. Ici, il existe, nous on a besoin de savoir qu'il existe deux types d'entreprises. Il existe des entreprises qu'on qualifie d'entreprises commerciales. L'entreprise commerciale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des marchandises et les revend. Et elle les revend dans l'état, c'est-à-dire sans transformation. Et elle les revend dans l'état. Je vais vous donner un exemple. Le magasin Boulanger achète des téléviseurs et revend les téléviseurs sans les avoir transformés. Donc, le magasin Boulanger est une entreprise purement commerciale. Si demain vous devez vous installer, d'accord, et que vous commercialisez une marque de barre diététique pour les sportifs, par exemple, une barre énergétique. Vous allez vous approvisionner auprès d'un fournisseur en gros et vous allez revendre au détail peut-être les produits, barres énergétiques, fruits secs, tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de transformation entre l'acquisition de la marchandise et la revente de la marchandise. À partir de là, vous serez une entreprise commerciale. Et le terme qui est employé, c'est bien le terme de marchandise. Une marchandise, quand une entreprise achète une marchandise et vend une marchandise, ça veut dire qu'entre le moment où la marchandise est rentrée dans les stocks de l'entreprise et le moment où l'entreprise a revendu cette marchandise, il n'y a eu aucune transformation. Uniquement, la marge commerciale ne peut concerner que des entreprises de ce type. D'accord ? Donc, je mets en complément, l'entreprise commerciale, elle achète des marchandises et les revend dans l'État. On va quand même préciser, il n'y a aucune transformation faite par l'entreprise. Le terme marchandise est très important. D'accord ? Il va être important. Pourquoi ? Parce que quand on va vous faire le tableau des SIG, la première partie, notamment celle qui concerne la marge commerciale, on vous dit, voilà, d'un côté, on va mettre les ventes de marchandises, de l'autre côté, on va mettre les achats de marchandises et la variation de stock. Marchandise, c'est pas autre chose. Et marchandise veut dire que l'entreprise n'aura pas transformé ce bien. En complément, je peux vous indiquer que seules ces entreprises, donc les entreprises commerciales, sont concernées par la marge commerciale. Les autres entreprises qui ne sont pas des entreprises commerciales ne sont pas concernées par la marge commerciale. Il y aura 0 dans marge commerciale et il ne faudra pas s'en étonner. Quelles sont ces autres entreprises? C'est les entreprises de transformation. Donc, je vais les appeler des entreprises
industrielle. L'entreprise industrielle, c'est l'entreprise, ces entreprises achètent de la matière première la transforment et vendent ce qu'on appelle vendre des produits finis. Par exemple, je suis un restaurateur. J'achète des ingrédients que je transforme en plat et je vends un plat. Je ne suis pas une entreprise commerciale, je pourrais être assimilé dans ma répartition ici à une entreprise industrielle. Industrielle ou artisanale. Il y a bien une transformation des biens que j'ai achetés pour la revente. L'usine Renault prend des pièces, fabrique une voiture et vend une voiture. L'usine Renault est une entreprise industrielle. Le garage Renault, lui, n'est pas une entreprise industrielle, parce que ce n'est pas lui qui fabrique la voiture. Lui, il achète la voiture à l'usine Renault et il la vend, telle qu'elle. Alors, même s'il peut y avoir éventuellement des petites transformations, d'accord, très légères, quoique, mais dans tous les cas, il vendra le véhicule a priori tel qu'il l'a reçu de l'usine Renault. En même temps, une même entreprise peut avoir les deux activités. Elle peut être commerciale et aussi industrielle. Tout simplement parce que vous pouvez être restaurateur, vendre des plats que vous fabriquez, mais vendre des plats que vous achetez déjà fabriqués. Donc, une entreprise peut tout à fait aussi avoir les deux activités. Elle est commerciale et industrielle. Ici, on va le noter en remarque. Une entreprise peut être une entreprise commerciale et industrielle en même temps. Elle peut avoir les deux activités à ce moment-là. L'entreprise, la partie commerciale, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la marge commerciale, et sur la partie industrielle, on va calculer les autres soldes. Ici, attention, pour les entreprises exclusivement industrielles, la marge commerciale ne se calcule pas. Voilà le petit complément de cours qui était nécessaire pour comprendre, pour appréhender le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Y a-t-il des questions par rapport à ce petit complément et aux précisions que j'ai apportées par rapport à ça? Est-ce que pour vous, c'est clair, cette distinction entre les entreprises qui ne font que de la revente de produits qu'elles achètent, de la revente telle qu'elle, en l'état, et les entreprises qui achètent? Du coup, qu'en est-il des entreprises qui délivrent un service? Ce sont encore là un troisième type d'entreprise, d'accord, où là, on n'aura que de la prestation de service, par exemple, une diététicienne, voilà, exactement. Une diététicienne ne sera pas concernée par
la partie marge commerciale, puisqu'elle n'achète rien pour le revendre dans l'État. On va la considérer, elle, non pas non plus comme une entreprise industrielle, mais comme une entreprise libérale. Et on verra qu'il y a certains soldes, notamment toujours cette problématique de marge commerciale, qui ne pourra pas être calculée. Mais en même temps, la diététicienne, bien souvent, va avoir son activité libérale et va pouvoir vendre des produits aussi à côté. Peut-être qu'elle va pouvoir vendre des livres qui concernent la diététique, mais elle pourra vendre des compléments alimentaires qu'elle va acheter tels quels. Donc vous voyez qu'elle pourra avoir, elle, la double activité de prestation de services et de vente de marchandises. Donc là, sur la partie vente de marchandises, vente de compléments alimentaires, etc., elle pourra être concernée par la problématique de la marge commerciale. Ça marche? Bien. Alors, commençons. Et si vous voulez bien, je vais travailler à travers un exemple qu'on va créer ensemble et qu'on va suivre ensemble. D'accord? On va imaginer, on va alimenter un compte de résultats et on va en déterminer les éléments nécessaires à l'établissement des SIG. On va imaginer que mon entreprise ici, c'est un magasin de produits diététiques, d'accord, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il y a eu au cours de l'année une vente de produits diététiques. Voilà. Pour un montant de 25 000 euros. Produits qui ont été vendus en l'état sans transformation. Bien sûr, ces produits, il a bien fallu les acheter à un moment donné. L'entreprise a donc achat de produits diététiques auprès d'un de ses revendeurs, ou d'un de ses fournisseurs, pardon, plutôt, et elle a acheté ces produits pour 10 000 euros. Donc, ici, comment va-t-on calculer la marge commerciale? On va reporter dans la partie des produits la vente de produits diététiques. Pour 25 000 euros. Ensuite, on va reporter dans la partie, excusez-moi, ici, ce sont les charges. Hop. On va reporter dans la partie des charges la partie des produits, des achats de produits diététiques. On a dit qu'elle les avait achetés pour 10 000 euros. En plus, dans cette partie-ci, on va devoir indiquer la variation de stock. Et donc, ça nous amène à devoir expliquer ce que c'est qu'une variation de stock, puisque c'est un des éléments qui fait partie et qui est nécessaire pour l'établissement de la marge commerciale. Alors, qu'est-ce que la variation de stock? Si vous vous souvenez, quand nous avons fait le chapitre sur les stocks, nous avons fait des fiches de stock. Ça, normalement, a priori, ça a été vu par tout le monde et ça a été bien appréhendé par tout le monde. D'accord ? Les fiches de stock faisaient état des entrées et des sorties des différents produits en fonction d'une méthode. La méthode ici nous intéresse un peu, qu'elle soit la méthode FIFO ou la méthode des coûts moyens unitaires pondérés. Que ce soit la méthode première entrée, première sortie, hein, first in, first out, ou la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse par contre, c'est le montant du stock final qui a été établi grâce à la fiche de stock. Ici, on peut imaginer dans notre entreprise que notre entreprise ici a acheté pour 10 000 euros de produits, mais n'a pas tout vendu, qu'il en reste en stock.
D'accord? On peut imaginer qu'en valeur d'achat, il en reste pour, je ne sais pas moi, il en reste pour 2 000 € en stock. Et que le reste, les 8 000 € valeur d'achat qui ont été vendus à une valeur de vente de 25 000 €. Les 2 000 € qui sont restés en stock vont participer à ce qu'on appelle la variation de stock. Comment se calcule la variation de stock? Je vais le mettre ici en référence. La variation de stock se fait par le calcul suivant. Stock initial moins stock final en valeur d'accord, en valeur qui a été calculée par notre fiche de stock. Dans mon entreprise ici, dans le cas que je suis en train d'étudier ici, si on part de l'hypothèse que c'est la première fois que l'entreprise réalise son bilan et réalise son compte de résultat, que c'est sa première année d'activité, quel était le stock initial? Quel était le stock au moment où elle a commencé son activité? Zéro, effectivement. Elle commence, donc elle a rien, pour l'instant, elle n'a pas encore fait d'achat. D'accord? Et je vous ai dit qu'à la fin, il lui restait pour 2 000 € de produits en stock. Donc si nous faisons le calcul, d'accord, si nous faisons le calcul ici, dans notre cas présent, stock initial zéro, stock final, je vous ai dit qu'il restait 2 000 €. Quelle est la valeur qu'on va retenir pour la variation de stock? 0 moins 2 000, il n'y a pas besoin d'une calculatrice pour ça, moins 2 000. Zéro moins 2 000, 2 000. Moins 2 000. Donc je reporte ici mon moins 2 000. Attardons-nous juste un instant sur ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'en ai acheté pour 10 000, moins 2 000. Ça veut dire que finalement, j'en ai consommé que pour 8 000 €. La variation de stock permet de pondérer les achats pour dire qu'il n'y a que 8 000 € qui ont réellement été vendus et qui ont rapporté ici 25 000 €. Donc je répète, je recommence ma démonstration pour ceux qui n'auraient pas compris. J'en ai acheté pour 10 000, mais j'en ai vendu pour 8 000. En stock, il m'en reste encore 2 000. Pour qu'on puisse pondérer mes achats et qu'on puisse avoir uniquement ce qui a vraiment été vendu, on va faire ce système de variation de stock. Moins 2000, moins 0, pardon, moins 2000 est égal à moins 2000, que je viens indiquer ici, et ça me montrera bien que finalement, sur les 10 000 qui ont été achetés, seuls 8 000 ont été vendus. La marge commerciale, comment se calcule-t-elle? On a juste besoin de nous, ces trois éléments-là. D'accord? Alors, je vais quand même mettre à jour mon compte de résultat, ici, en indiquant que la variation de stock, la variation de stock est égale à moins 2000. Hop.
Donc ici, la marge commerciale, à chaque fois dans tous les soldes que je vais calculer, je ferai toujours produit moins charge. D'accord? Donc la marge commerciale ici, elle est égale à l'ensemble de mes produits. Ici, je n'ai qu'un seul type de produit, moins l'ensemble des charges. Je réponds à votre question après. Hein. Moins l'ensemble des charges. Donc ma marge commerciale ici est de 17 000 euros. D'accord? Lui, en début d'activité, avant même d'avoir fait ses premiers achats, le solde, le stock initial est à zéro. Si on devait recommencer l'année suivante avec ma même entreprise, là, elle recommence avec un solde, un stock initial à 2000. Donc, on reprend le solde final de la période précédente. Est-ce que c'est bon d'abord sur ce premier solde intermédiaire de gestion qui représente donc la marge commerciale, qui est la performance commerciale de l'entreprise. Ici, l'entreprise a fait 25 000 euros de vente, ça lui a coûté en achat 8 000 euros, donc il y a une marge commerciale de 17 000 euros. Je vais le faire en dessous. Je vais reprendre un complément aussi qui sera très utile concernant la marge commerciale. Parce que, outre la marge commerciale, d'accord, ici, ce qui est aussi très intéressant de voir, et ce qui sera plutôt demandé d'ailleurs dans les exercices, c'est le taux de marge. Le taux de marge commerciale. Comment on va calculer ce taux de marge? Rappelons tout d'abord que mes produits, dans mon exemple, sont égaux à 25 000 euros. L'ensemble des charges qui m'ont permis de calculer la marge commerciale, c'est égal à 8 000 euros. Est-ce que jusqu'à présent, je vous ai tous? Surtout, dès que ça ne marche plus, vous m'expliquez, vous me dites, hein, vous m'arrêtez ou sinon moi je continue. Hein, vous me dites, attendez, là, il y a un problème, je n'ai pas compris l'affaire. Donc, la marge... Juste pardon, les chiffres que vous donnez là, je ne vois pas dans quel exercice c'est. C'est des chiffres que vous donnez en exemple ou... Oui, c'est des chiffres que je reprends dans un exemple que je crée moi-même pour vous. Ok, merci. Ils ne sont pas du tout dans les exercices, ils ne sont pas du tout dans le cours. Je refais les choses peut-être de manière un peu plus simple et en vous donnant toutes les explications. Ça marche? Donc, oui, merci. La marge commerciale, on a vu précédemment qu'elle se calculait par l'ensemble des produits que je regroupe dans la partie relative au solde de la marge commerciale, moins l'ensemble des charges. Ici, donc, je vais obtenir le même résultat que j'ai obtenu tout à l'heure, qui est 17 000 euros. 17 000 euros, ça ne va pas me permettre de comparer l'entreprise à une autre entreprise. D'accord? Parce que finalement, bon, ok, 17 000 euros, mais ça veut dire quoi? Non. Ce qui est plutôt intéressant et ce qu'on va surtout souvent vous demander, c'est de revenir sur ce qu'on appelle le taux de marge. Le taux de marge que je vais indiquer en dessous ici, il se fait comment? Le taux de marge, il se faisant en faisant la marge commerciale divisé par les produits. Ici, c'est le prix de vente finalement. Donc ça veut dire quoi ici? C'est que ma marge commerciale, elle est égale à 17 000. Divisé par 25 000. Donc mon taux de marge,
il sera égal à 68%. D'accord. Alors, interprétation de ce taux. Qu'est-ce que veut dire ce taux? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vends 1 euro, il y a 68 centimes qui sont de la marge commerciale. 32 centimes qui m'ont servi à payer ce que je vous ai vendu. Et donc, j'arrive à vous vendre mon produit en faisant 68% de marge. Une autre entreprise, dans un autre exemple, si on reprenait un autre exemple d'une autre entreprise, et c'est pour ça que je vous dis, il est préférable aussi de regarder la marge commerciale. Prenons un autre exemple d'une autre entreprise. On compare à une autre entreprise. Comparaison à une autre entreprise. Imaginons qu'une autre entreprise fait 400 000 euros de produits et qu'elle paye, par contre, ces produits 350 000 euros. Vous remarquez que si je compare la marge commerciale de ces deux entreprises, vous allez me dire que celle-ci est plus performante que celle-ci, puisque la marge est supérieure à celle-ci. Or, si je compare le taux de marge, je vais avoir un taux de marge qui va être de 12,5%. Quelle est l'entreprise la plus performante à votre avis? Ça va être mon entreprise. Celle-ci, c'est la plus performante. Alors certes, elle a moins gagné, mais elle vend plus cher. Elle vend mieux. C'est la plus performante. Alors certes, celle-ci vend plus, mais elle vend moins bien que la première entreprise. D'accord? Donc, plutôt que la marge commerciale, c'est le taux de marge commerciale qui va être intéressant. Alors, bien sûr, on a besoin de la marge commerciale pour calculer le taux de marge commerciale. Donc, voilà pourquoi on passe, dans un premier temps, par le calcul du taux de marge commerciale. Est-ce qu'on est clair là-dessus ou est-ce qu'il y a des questions? Ce que je veux que vous reteniez, par exemple, en complément, c'est la formule pour calculer le taux de marge commerciale. De toute façon, c'est quelque chose que l'on va retrouver quand on va travailler sur le seuil de rentabilité. Vous pouvez déjà vous le mettre en tête. Comment je calcule la marge commerciale, le taux de marge commerciale? Je prends la marge divisée par la somme des ventes, c'est-à-dire les produits ici qui nous ont servi pour calculer le solde intermédiaire de gestion de la marge. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Alors, on va pouvoir passer au deuxième solde intermédiaire de gestion qui va nous amener à ce qu'on appelle la production de l'exercice. Je vais remonter. La production de l'exercice, je vais reprendre tous les achats, toutes les ventes. Excusez-moi. Oui. Juste le taux de marge, je peux l'écrire quelque part ou il faut juste dans le tableau qu'on calcule la marge commerciale et le taux de marge, c'est uniquement si on nous le demande à part? C'est uniquement si on vous demande. Si on vous demande juste d'établir le tableau des SIG, d'accord, Oui. établissez le tableau des SIG tel que je le fais là. Ok, merci. Par contre, il se peut très bien qu'on vous dise analyser la situation, la marge commerciale
par rapport à une autre entreprise, il faut passer par le taux de marge. Ok. Et si on vous demande juste de faire le tableau des SIG, le tableau des SIG, il n'y a pas le taux de marge. C'est juste la marge commerciale. C'est bon? Donc, ici, pour résumer et pour faire simple, des SIG, non, des SIG. Je vais vous le mettre au-dessus. Vous voyez, SIG. Ici, je vais vous le mettre là, des SIG. Vous n'avez pas dû lire votre cours, alors, si vous m'appelez ça le tableau des SIG. Des SIG. Allez, hop, je vous l'indique ici. Ça, c'est le tableau des, voilà, OD des soldes intermédiaires de gestion. Son nom, hein, tout simplement. Donc, les soldes intermédiaires de gestion, pour raccourcir, on les appelle les SIG, soldes intermédiaires de gestion. Mais il n'y a pas de question bête, hein, je vous promets. Je préfère que vous me posiez la question comme ça, que dans une copie, je vois 6G et que ça me mette en pétard. Alors, pour faire simple, d'accord, pour faire simple, ici, pour calculer la production de l'exercice, on va indiquer ici toutes les autres ventes qui ont pu avoir lieu. En dehors, bien sûr, des ventes qui ont déjà été intégrées dans la partie de la marge commerciale. Donc, on va imaginer que notre entreprise a en plus vendu, vente de produits, donc ça, c'est des produits qu'elle a vendus en l'état, mais qu'en plus, elle a vendu vente de plats confectionnés, donc de plats cuisinés. Donc, des plats que l'entreprise a cuisinés elle-même. Donc, la vente de ces plats cuisinés a rapporté à l'entreprise 50 000 euros. Elle pourrait aussi avoir vendu d'autres choses qu'elle fabrique. D'accord? Donc, il ne faut pas trop s'embêter dans le détail. Tout ce que l'on va faire, c'est que nous, ici, dans notre tableau des SIG, on va reprendre toutes les ventes que l'entreprise a fait. D'accord? Donc, ici, nous, on a une vente de produits fabriqués, donc de produits cuisinés, de plats cuisinés, de produits que l'entreprise a elle-même fabriqués pour un montant de 50 000 euros. Pour le deuxième solde, qui est un petit peu particulier, il n'y aura pas de charge. Il n'y aura pas de charge dans la mesure où nous, on est plutôt dans quelque chose de relativement simplifié, mais il n'y aura pas de charge. On va aussi indiquer ici, dans la partie, les produits qui seront stockés. Les produits qui seront stockés. Alors, je l'indique parce que effectivement, pas les produits, pardon, les produits finis, les produits que l'on a fabriqués, stockés. Je vous l'indique, mais on ne va pas mettre de chiffres ici, parce que concrètement, ces problèmes de produits stockés, de déstockage, de surstockage, on ne va pas vous les poser. D'accord? Si vous devez faire un tableau des SIG, on va vous mettre des plats cuisinés, parce que généralement, pour être très pragmatique, si vous devez avoir un tableau des SIG fait à l'examen, vous aurez la situation que je suis en train de vous proposer là. C'est une entreprise qui vend des produits et qui vend des marchandises. Et elle fabrique ses plats. Voilà.
Il n'y aura pas de problème de stockage, déstockage, etc. concernant les plats. Pas possible. Trop compliqué pour vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous verrez dans le cours. Mais c'est aussi ça le but du cours. Hein, c'est de voir les situations les plus compliquées possibles pour que derrière, on puisse avoir, nous, un traitement des situations plus simples. Et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc, ici, la production d'exercice, ça va être l'ensemble de mes données, c'est-à-dire 50 millions. Voilà pour nos 2 premiers soldes intermédiaires de gestion. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que la valeur ajoutée demande plus d'explications. D'accord ? Je vais juste vous demander, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 2 premiers soldes qui ne sont pas très compliqués, à calculer. Alors, vous allez voir que c'est quelque chose c'est un travail qui va se faire en cascade. Et la problématique du travail en cascade, c'est un peu comme quand on avait fait nos stocks, etc., ou bien même nos amortissements, nos immobilisations. Si on a faux au premier, on a faux au dernier. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, je conseille vraiment de vérifier dès les premiers soldes de ces chiffres, de façon, parce que si vous vous trompez sur la marge commerciale, vous allez voir que tout le reste est faux. Tout le reste. D'accord ? Et d'essayer de mettre le plus de précision quand vous construisez votre tableau, de façon à ce que le correcteur puisse voir que c'est, par exemple, juste une erreur de calcul et non pas une erreur de compréhension. Voilà, y a-t-il des questions pour cette partie-là? Non. A priori, non. Donc, c'est que vous avez compris ou vous comprenez le début, hein, d'accord? Lors de notre prochain cours, on aura terminé et puis on pourra passer à la phase d'exercice. Si vous n'avez pas de questions, je vais mettre l'ensemble sur NetCampus ce soir ou demain matin. Et puis, vous pourrez commencer à bosser un peu tout ça, à réviser un peu tout ça. C'est clair pour tout le monde? Je veux bien juste que vous redonniez le calcul pour trouver la marge commerciale, s'il vous plaît. Alors, le calcul pour trouver la marge commerciale, je vais le remettre ici. On fait simplement les produits moins les charges. Tous les produits, le total que l'on a dans nos produits, le total des produits, moins le total des charges. Alors, effectivement, je réponds à la question que vous avez, qu'une de vos collègues me disait, il y a plus de soldes dans le cours. Oui, mais les derniers ne servent à rien. Moi, ce qui m'intéresse, et de toute façon, ce sur quoi je vais m'accentuer, ce sont les 4 premiers. Ce sont les seuls qu'on peut vous demander, parce que les autres, de toute façon, ça revient à reprendre les données du compte de résultat. Donc, vous verrez. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je ne m'intéresse qu'aux 4 premiers. Ok, voilà, exactement. Il y en aura moins à retenir, parce que si vous retenez les 4 premiers, les autres, ils vont décoller de source. Et ils ne sont pas intéressants. Il n'y a que les 4 premiers. Et je dirais même, la production de l'exercice n'est pas tellement intéressant. Il y a vraiment que la marge commerciale, la valeur ajoutée et l'excédent brut qui sont intéressants. Et qu'il faudra connaître absolument. Le reste, vous pouvez le laisser tomber, ça ne sert à rien. Vous pouvez au moins le lire et le comprendre, un petit peu, d'accord? Pour la manière, on compte tous les produits. Non, 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 pas les produits transformés, mademoiselle, je viens de vous l'expliquer. Ce ne sont que les produits non transformés pour la marge commerciale. Pour la production de l'exercice, on comptera les produits transformés. J'ai bien expliqué. Là, vous venez de m'achever, là. Je viens de faire toute une explication sur la problématique des marchandises revendues en l'état. Ça concerne, et je voulais bien indiquer, seules ces entreprises sont concernées par la marge commerciale. Ce n'est que la partie... Non, mais tous les produits qui sont dans ma case... d'accord, okay, j'ai compris votre question. Okay. Bien sûr, tous les produits que j'ai repris ici, d'accord? Pas tous les produits. Oui, j'ai peut-être mal dit, mais donc tous les produits que j'ai indiqués dans cette partie-là.
C'est bon pour vous, c'est clair? C'est plus clair? Effectivement, excusez-moi, c'est moi qui me suis mal exprimé. Ouf, je ne suis pas achevé. Ok, allez, on se quitte là, on se dit à la prochaine fois et puis on continue tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tous.